Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Regard décalé d'Hamid Faljaoui, le rendez-vous où l'actualité sérieuse se regarde de biais. Cette semaine, les sociétés de management dans le collimateur de Vincent Van Peteghem et Vroeit qui relance l'idée d'une taxe sur les millionnaires. De son côté, Accenture se lance dans un vaste plan de restructuration avec un message sans détour. L'intelligence artificielle n'est plus une option. De la fiscalité aux mutations du monde du travail, l'actualité s'annonce piquante. Bonjour Hamid. Bonjour Gaël. On a encore du pain sur la planche cette semaine et pas mal de choses en Belgique Oui. qui sont en train de se passer puisque les discussions sont en cours Tant mieux. ces derniers jours. Mais voilà. Tant mieux, comme ça on fera de la proximité. Voilà, exactement. Et ça nous concerne vraiment plus cette semaine. Je voudrais commencer avec Vincent Van Peteghem qui voudrait trouver des sous. Il en faut, on le sait. On l'évoquait la semaine dernière avec la privatisation de Belfius. Toutes les pistes sont à peu près bonnes à explorer. Et ici, Vincent Van Peteghem s'en prend à ce qu'on appelle les sociétés de management, c'est-à-dire grosso modo, je dirais ces indépendants qui se mettent en société pour optimiser fiscalement, on va pas se mentir, leur revenu. Pour Vincent Van Peteghem, il y a là de l'abus qu'il faut aller maîtriser et donc toute une série de règles proposées finalement pour que ces sociétés de management soient un peu plus imposées. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Fréquentant et connaissant beaucoup de gens qui ont une société de management, j'ai tendance à trouver que c'est une mauvaise idée. De toute façon, toute forme de taxation, pour moi, c'est une mauvaise idée parce que on a le même défaut qu'en France, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème, la seule solution qui arrive en tête, vraiment, c'est toujours il faut taxer, augmenter une taxe ou enlever une niche fiscale ou geler des barèmes ou que sais-je, etc. Il faut juste se rendre compte qu'il ne faut pas confondre le symptôme et la maladie. En fait, si un certain nombre d'indépendants, et tu as fait allusion, sont en société de management, donc plutôt que de facturer en tant qu'indépendant ou d'être salarié, ils ont choisi de travailler par société. Effectivement, tu l'as dit, c'est parce que le taux moyen à l'impôt des sociétés est de 25%. Maximum. Voilà, un indépendant ou un salarié peut se retrouver à du 50%. Et voire très vite. 40 000 € par an, Ouais. et on est à 50%. Voilà, et tu montes jusqu'à 60%, effectivement. Et donc là, il faut pas avoir fait l'école polytechnique ou l'ENA pour comprendre qu'entre 50, 60% et 25%, tu as vite fait ton choix. Ceci dit, c'est pas un outil qui peut être, je dirais, disponible à tout le monde, puisque il y a un comptable, il faut une certaine rigueur, etc. Mais c'est vrai que ça peut être aussi intéressant pour ceux qui y recourent. Mais ils y recourent pourquoi? Justement, parce qu'on vient de le dire maintenant, c'est parce que quand tu enlèves la moitié de ton salaire brut, il faut être idiot si tu as un outil qui est à ta disposition de ne pas l'utiliser. Et puis, il y a un certain nombre de professions qui n'ont pas le choix. Par exemple, les avocats ne peuvent être qu'indépendants, voilà. Et puis, les consultants, etc. Et puis, c'est vrai que, alors après, j'en ai parlé avec pas mal de fiscalistes. Normalement, même quand tu es indépendant ou indépendante, personne physique, et que tu as des frais liés à ton job que tu peux justifier, normalement, ils devraient passer. Eh bien, on constate que le simple fait d'être en société, ces frais passent mieux. Ouais. Ça n'a aucun sens sur le plan juridique, mais c'est comme ça. Après, et c'est ce que disait Vincent Van Quickenborn, qui est député Open VLD, il disait, attention, c'est vrai qu'il y a, grâce à ce management, on optimise la fiscalité de ses revenus, de tes honoraires, ce que tu prestes, mais il faut aussi se rendre compte qu'en termes de pension, d'assurance maladie, chômage et tout, l'indépendant est nettement bien moins protégé qu'un salarié. Et donc, quelque part, ça vient un petit peu compenser ce manque à gagner. Ce que ne comprennent d'ailleurs pas un certain nombre de jeunes indépendants, par exemple dans le métier que je côtoie et que je fréquente sur le journaliste, où ils facturent au début, ils sont assez contents, en tout cas pour les plus dynamiques d'entre eux, et ils voient un brut, et ils ont l'impression que le brut, t'enlève la moitié, et avec le net peut, si tu te débrouilles bien, apparaître comme plus élevé que le net d'un salarié qui est là. Donc ils se disent, voilà, je vais rester indépendant, c'est mieux. Il oublie juste une chose, que ce net est faux. Et que, en fait, il devrait faire d'autres calculs, tenir compte effectivement du fait qu'il n'a pas le chômage, que l'assurance maladie, que la pension, la sienne, va être nettement plus faible que celle, même si aujourd'hui, ça se rapproche un peu, mais elle reste quand même nettement plus faible que celle d'un salarié. Et donc, il doit sans doute gagner encore plus que ce qu'il imagine. Et ça, ce calcul-là ne se fait pas. Est-ce que Vincent Van Peteghem a conscience finalement du travail aussi d'un indépendant, VS aussi d'une société de management? Parce qu'un indépendant qui gagne 40 000 € par an, qui se fait taxer 50% et qui a parfois travaillé
70 heures sur son mois pour arriver à ce montant-là, c'est évident qu'à un moment donné, il doit fiscalement, chercher des solutions. Est-ce que du coup le problème, comme tu l'as dit, est-ce que le problème c'est l'indépendant qui essaye d'optimiser fiscalement ou est-ce que c'est la charge sur le travail en Belgique? Ah, pour moi, c'est la charge sur le travail. Alors maintenant, toutes ces sorties, on parlera peut-être de la taxe sur les millionnaires dans quelques secondes, c'est parce qu'on est en plein conclave budgétaire. C'est-à-dire, en fait, que dit l'EMR? Le MR dit: «Je veux pas de nouveaux impôts». Voilà. Et puis, tu as ici, comment s'appelle-t-il? Van Quickenborne, qui lui représente l'OpenVLD, qui dit: «Bah, il faut pas toucher à société de management». Évidemment, il pense à son électorat. Et puis, de l'autre côté, tu as, Vincent Van Petegem, qui est l'ancien ministre des Finances et qui est maintenant le ministre du Budget et qui, lui, cherche des sous. Il cherche des sous puisque l'objectif, c'est que d'ici quelques années, on revienne à un déficit budgétaire de 3%. On en est très loin. Probablement qu'on n'y arrivera même pas durant cette législature. Et ils doivent aller chercher 16 milliards. À mon avis, ils n'y arriveront pas. Ils vont peut-être en trouver 8, 9. Et donc, ils raclent les tiroirs. Et en plus, le CDNV, représenté par Van Petegem, auquel tu as fait allusion, le ministre du Budget, se positionne par rapport à l'NVR étant un peu plus social et donc ils viennent aussi avec des mesures un peu plus fiscales. Voilà. Alors après, chacun montre ses muscles. Après, on verra ce qui aboutira. Peut-être que ce sera pas le cas. Peut-être que... Ceci dit, il faut savoir que le société de management est déjà attaqué par ce gouvernement-ci. Parce que quand on dit qu'il n'y aura pas d'impôts, c'est faux. Puisque là, maintenant, quand tu es en société de management, avant, c'était aussi pour compenser la faiblesse de l'impôt des sociétés. On te forçait à te verser minimum 45 000 € par an pour pouvoir bénéficier de ton taux réduit en société. Et là, maintenant, on l'a monté à 50 000. Et ce que la presse oublie de dire, c'est que ces 50 000 sont en plus indexés. Donc, chaque année, ils vont augmenter. Et puis, bon, c'est vrai que tu peux vivre un peu sur la bête, etc. Et donc, tes avantages en nature aussi aujourd'hui sont plafonnés. Tu ne peux pas dépasser 20% d'avantages en nature par rapport à ton salaire brut. Donc voilà. Donc, ils verrouillent quand même plus d'autres mesures qui ont été prises, notamment par rapport à la pension, ce qu'on appelle l'engagement individuel de pension. Et donc, ils ont pris un certain nombre de mesures. Donc, la société de management était intéressante, mais elle l'est déjà beaucoup moins qu'auparavant. Et aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui peut avoir une société de management. Mais voilà. Après, je crois qu'ils ont fait le calcul, c'est ce que j'ai vu dans la presse, c'est qu'ils avaient fait... Alors après, déjà, une société de management, c'est pas facile à définir, parce qu'une société, c'est une société. Et un des critères qu'ils ont utilisé, c'est, voilà, on va chercher les sociétés où il y a une personne. Voilà. Un actionnaire principal, seul, unique, où il y a, voilà, avec peut-être quelques finesses, mais en gros, c'est ça. Et ils sont arrivés, je crois, de mémoire, je crois que c'est 50 milliards, enfin bref, à regarder le nombre de bénéfices cumulés au sein de ces boîtes. Et ils disent, voilà, il y a peut-être un pactole à aller chercher. Voilà, c'est pas... Mais donc, après, on est dans... c'est toujours le petit qui se fait attaquer fondamentalement parce qu'une personne, c'est la petite société, c'est pas la multinationale. Donc forcément, une multinationale sera beaucoup mieux représentée en termes d'avocats, de fiscalistes, etc., que celui qui a créé sa société, qui manage tout seul et où il se dépatouille avec. Donc il y a de nouveau un espèce d'écart qui va se créer dans les sociétés. Oui, mais c'est ce que disait, je crois que c'est Colbert qui disait ça à l'époque, il faut taxer les pauvres parce qu'ils sont plus nombreux. Ouais, Voilà. c'est plus facile à attaquer finalement, d'une certaine Ah, façon. bien sûr, bien sûr. Et la base, elle est là. C'est comme pour l'immobilier. Autant le mobilier, il peut voyager, il peut voter avec ses pieds, c'est-à-dire partir du pays. Autant l'immobilier, bah, il est là, il est fixé. C'est très difficile de vendre une maison. On peut pas claquer des doigts et vendre sa maison et partir du jour au lendemain. Voilà. Taxer les pauvres parce qu'ils sont plus nombreux, c'est pas tant l'idée de Woureut qui propose, qui ramène, parce qu'il propose, il a rien inventé. Cette idée elle est sur la table depuis longtemps, c'est cette taxe des millionnaires. On vise les personnes qui auraient plus d'1 million sur leur compte en banque, puisque ne font pas partie de ce million tout ce qui peut être patrimoine immobilier. Je trouve que déjà là, il y a quelque chose. Changement. Oui, après, ça veut dire que le millionnaire qui a tout mis en immobilier, il passera à travers les filets. Oui et non, parce qu'en fait, la raison, je pense, je t'interromps, désolé, mais la raison pour laquelle ils ont exclu l'immobilier, c'est que par exemple à Bruxelles, sans être très riche, tu peux vite dépasser le million. On a un très bel appartement et t'as probablement aucune maison dans un quartier un peu normal qui est en dessous d'1 million. Donc, si on tient compte de ça, tu touches tout le monde, y compris la personne dont c'est uniquement son logement, soit parce qu'il a réussi à l'avoir, soit parce qu'il l'a hérité de ça. Donc là, heureusement, ils sont pas idiots à ce point-là, ils ont quand même retiré l'immobilier pour cette raison-là. En attendant, cette taxe, donc, c'est d'envisager de taxer, alors à petite dose, mais et par palier, ceux qui ont plus d'1 million sur leur compte en banque. Il y a évidemment beaucoup de gens qui se lèvent contre cette taxe. Ça ramènerait 1 milliard par an. Et donc une nouvelle taxe. Encore, comme tu le disais, on cherche pas la raison du gros gouffre budgétaire, on cherche à mettre des pansements pour colmater le tout. Toi, t'en penses quoi de cette taxe des $1 000 ?
Bah, d'abord, c'est normal, ça vient d'un parti socialiste flamand, Voorhout, chacun monte ses enchères, je pense que chacun monte ses muscles. Je pense que tout ça, que ce soit le MR qui dit pas de taxe, que ce soit le Voorhout qui veut une taxe sur les millionnaires, que ce soit la CDNV, qui veut mettre à contribution, le système management, c'est de la com. Chacun s'adresse à son électorat en disant: «Vous voyez, je fais quelque chose par rapport à vous», voilà. Et donc c'est de bonne guerre. Après, on verra ce qui se passera. Alors le milliard, est-ce qu'on l'aura? C'est pas sûr du tout parce que on l'a bien vu aussi en France quand on a mis l'impôt sur la fortune, il a rapporté beaucoup moins que ce qu'on avait dit et on s'est rendu compte que même quand on mettait les gens pour aller contrôler les personnes en question, bah, en fait, le coût pour aller chercher cet argent était plus élevé que l'argent rapporté. Est-ce que ça se vérifiera aussi si on a ça? Alors ce qui est intéressant ici, c'est évidemment, ça part toujours d'un bon principe, c'est qu'il faut que les épaules les plus larges, traduction, ceux qui ont plus d'argent payent le plus. Et alors, en fait, moi, je trouve que c'est surtout dangereux pour une simple raison, c'est que le million en question, en fait, parce qu'on pourrait se dire, mais il y a déjà une taxe sur les comptes titres pour ceux qui ont plus d'1 million et il y a une taxe sur les plus-values. Pourquoi est-ce qu'ils viennent avec cette taxe d'1 million? Bah, c'est très simple, c'est parce que la taxe sur les comptes titres vise essentiellement des actions, des obligations qui sont cotées en bourse, hein, et la même chose pour la taxe sur les plus-values. Par contre, toutes les actions qui ne sont pas cotées ne figurent pas. Et donc, pour eux, c'est une manière d'aller chercher de l'argent qui, pour le moment, n'est pas taxé selon eux, c'est ce qu'ils disent. Mais le danger aussi, c'est que pour y arriver, ils vont devoir demander un accès à ce fameux point de contact central de la Banque nationale de Belgique qui dispose en fait de tous nos comptes bancaires. Et, pour le moment, on peut voir le solde et tout, mais ils vont devoir aller un peu plus loin. Et donc, quelque part, pour arriver à nous taxer, ce sera une brèche, non seulement sur le secret bancaire, mais celui-là, il a déjà disparu, il est mort depuis très longtemps, mais ça va être une sorte de cadastre des fortunes. Et ça, c'est dangereux parce qu'on ouvre de nouveau la porte. C'est comme la taxe sur les plus-values. Elle est faible aujourd'hui, mais par exemple, Paul Magnette, le président du PS, l'avait déjà dit, bah voilà, nous, on est contents, on trouve que 10%, c'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. Au moins, la taxe est là. Et bien, quand on reviendra au pouvoir, s'ils reviennent au pouvoir, bah, on passera à 15%, puis 20%, puis 30%. Voilà. Donc, voilà. Et donc, moi, je n'aime pas trop cette taxe-là parce qu'en fait, après, je vois pas comment ils peuvent faire parce qu'en fait, j'écoutais Yann Bonne qui, lui, étonnamment, se tait dans toutes les langues. Bon, après, il sait que c'est un tour d'échauffement et à l'arrivée, on verra ce qu'il y aura. Mais il disait que pour équilibrer un budget, il fallait soit augmenter les taxes, ce que certains proposent ici, soit diminuer les dépenses, ça, on n'entend pas trop parler de ça, soit réformer. Réformer, c'est par exemple les faire rentrer au travail les malades longue durée, c'est limiter le chômage qui était limité, c'est le cas de le dire et ça. Alors, on a surtout parlé des réformes. On verra si elles verront le jour et si elles donnera les résultats. Les impôts, on en parle beaucoup pour le moment. Il y a déjà la taxe sur les plus-values. Après, c'est un gouvernement aussi par rapport au MR qui dit qu'il ne va pas augmenter les impôts, mais qu'il les a déjà augmentés. On a parlé de la société de management, on a déjà resserré la vis autour des gens. On a parlé de la taxe sur les plus-values. Alors, on n'a pas le temps de développer, mais je veux dire, les rentes alimentaires, 50% des Belges à peu près, je crois, le taux de divorce en Belgique, bah, sont concernés. On a raboté les rentes alimentaires. Tu ne peux plus, par exemple, si tu as un petit peu mis de côté et tu as voulu t'acheter un petit appartement que tu veux louer pour compléter ta pension. Je parle pas de la personne qui a 15 appartements Ouais, en avant, je parle du dentiste, du maçon, de l'électricien, de l'avocat, etc., qui a 1 ou 2 petits appartements qui loue pour ses fins de vie. Eh bien, tu ne pourras plus déduire les intérêts de ton prêt hypothécaire, ce qui était le cas avant par rapport à tes impôts. Tu ne peux plus les déduire. Et donc, voilà. Donc, c'est quand même une augmentation d'impôts, avec peut-être même le danger, c'est que c'est pas l'État qui loge les gens. En fait, on se rend compte que c'est surtout les promoteurs et les privés qui investissent dans l'immobilier et qui prennent des risques, par exemple, de rénover, parce que d'abord, hein, tu peux ne pas être payé il y a des impayés dans les loyers, et puis après, on te demande de mettre en conformité les immeubles que tu as achetés par rapport au PEB, etc. Donc, ça coûte quand même de l'argent. Et donc, voilà, si tu diminues le rendement de ces investissements, tu auras peut-être des investisseurs qui vont se dire, bah, finalement, pourquoi est-ce que je vais me tracasser à acheter un appartement? Je vais plutôt acheter des obligations, ouais. des bons d'État. Je te vois sourire. Et donc, si un certain nombre d'investisseurs privés, toi et moi, décidons de faire ça, bah, ça veut dire que tu auras moins de logements. Et donc, ce que le gouvernement ne comprend pas, c'est que les propriétaires privés sont en fait quelque part les banquiers de ceux qui cherchent un logement. Et donc ça pourrait se retourner contre eux.
mais voilà, avec ce gouvernement, il y a vraiment, ils sont en train de racler les fonds de tiroir et donc il y a déjà des augmentations d'impôts, voilà, et dire qu'il n'y en aura pas, c'est impossible. Tant qu'à parler de racler les fonds de tiroir, ça me permet d'arriver à un deuxième sujet, un peu plus large quand même. Ceci étant, on en parle beaucoup, c'est l'industrie. Certains disent que ça doit être un moteur économique et certainement, en Belgique. Je viens avec ce sujet-là parce que tu as pu participer cette semaine à un sommet, un colloque assez Ouais. intéressant au centre Jean Gaulle et je voulais te demander évidemment, toi, tu as retenu quoi de ce colloque? Il y avait quand même beaucoup de beau monde qui était présent pour parler de cette industrie européenne aussi, hein. Oui, en fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut réindustrialiser l'Europe et partant évidemment la Belgique et en particulièrement encore plus la Wallonie. Et je trouvais d'abord le parterre qui avait été réuni était super parce qu'il y avait le patron de Solvay, de Thales, de Préon, enfin énormément d'industriels qui étaient là. La plupart des ministres de l'économie ou liés à l'économie étaient aussi là. Et je trouvais ça intéressant. Alors après, le discours, il est volontariste et je trouve que c'est déjà très, très, très bien. Mais moi, mon sentiment, c'est que ce ne sera pas simple, hein, parce que entre le fait de se dire, voilà, on veut réindustrialiser et puis la réalité, c'est que l'investisseur étranger, il regarde pas le fait que tu as un beau slogan qui consiste à dire, bah voilà, nous en Belgique, en France ou je ne sais où en Europe, on était à 10% du PIB, l'industrie représentait 10% du PIB, on a comme volonté de le passer à 12-13%. Voilà, d'abord ça c'est un discours qui est déjà contredit par les faits puisque David Claraval, qui est ministre de l'économie, était là, nous a expliqué que sur le long terme, en fait, la part de l'industrie n'a fait que diminuer. Donc, elle fait que diminuer. Alors, on essaye tous de faire en sorte qu'il y ait de l'industrie pour une simple raison, c'est que l'industrie, on en a besoin. À un moment donné, on s'est dit, l'industrie, elle est sale, elle est polluante. On la laisse partir en Asie, en Afrique ou je ne sais où. Et nous, on va garder les bons emplois, les emplois propres tertiaires. On se rend compte que c'est pas possible parce que, notamment le tertiaire, la consultance, l'expertise comptable, tout ce que tu peux imaginer, vit aussi du fait il y a une industrie qui est cliente ou qui, voilà. Et donc, à partir du moment où tu as de moins en moins de l'industrie, bien évidemment, le tertiaire en souffre aussi. Et puis, ce qu'on a aussi remarqué au fil du temps, c'est pas nouveau ce que je te raconte, mais c'est que l'industrie, en général, offrait de bons salaires, etc. Donc, tout ça se perd au détriment de la Belgique, de la France, d'autres pays. Ça. Donc, voilà. Alors, après, quand tu poses la question à un investisseur, il y en avait là, mais surtout, j'en rencontre beaucoup avec mon métier, il regarde pas le slogan, il regarde pas ce que tu nous dis, il regarde pas le fameux plan, lui, il regarde quoi? Est-ce qu'il y a du foncier, un terrain? Est-ce qu'il y a de l'énergie pas chère? Et là, malheureusement, la réponse est non. En Europe, en Belgique, singulièrement, on est 2-3 fois plus cher qu'aux États-Unis ailleurs. Et alors, en plus, non seulement je dois avoir du terrain qui va être disponible, donc du foncier. Alors, voilà, donc, c'est d'abord une question de territoire. En plus, c'est une question de facture d'électricité. Là, on n'est pas bon non plus. Et puis, en plus, je dois avoir des compétences. Parce que si tu passes ton temps à m'expliquer que tous les métiers sont en pénurie, que je peux pas m'installer là parce que je vais pas trouver les soudeurs, les électriciens, etc., ça va quand même refroidir fortement et méchamment mes ardeurs. Et alors, en plus, et ça, c'est une grande différence par rapport à la Chine, aux États-Unis, c'est qu'ici, je sais pas, tu décides, enfin, l'investisseur souhaiterait, par exemple, installer une gigafactory, je ne sais où en Europe, bah, il est parti pour 7, 8, 10 ans de procédures administratives entre le moment où il a l'idée et puis le moment où il peut ouvrir l'usine. En Chine, ça va se faire peut-être en 2 ans. Ouais. Voilà. Et donc ça, ce sont des tas d'éléments qui ne sont pas dans le discours, qui sont pratiques. Et si tu veux, pour beaucoup de gens, la réindustrialisation, c'est un slogan, mais pour un investisseur, c'est de la logistique tout bête, ce que je viens d'expliquer. Donc il manque au niveau européen peut-être une vision à long terme, une organisation, hein. On rappelle quand même que l'Europe est confrontée à la difficulté d'avoir moult, différentes par pays, procédures et autres, législations. Est-ce que de ce côté-là, il y a peut-être un problème au niveau européen? Oui, on le sait, tout ça a été identifié par 2 rapports, le rapport d'Enrico Letta et surtout le rapport de Mario Draghi, qui fait 400 pages, chacun, voilà. Et ils ont sérié tous les problèmes, sauf que Draghi, il a encore dit, toi qui suis bien l'actualité économique, il a encore dit, je crois, il y a quelques jours, en disant, ben voilà, j'ai remis ce rapport il y a 1 an, que s'est-il passé? À peu près rien. Voilà, à peu près rien, que du contraire. Et donc voilà, donc il y a les rapports s'empilent, mais nous, pour le moment, on se retrouve. Et si tu devais faire un résumé, tu te rends compte que l'Europe, et c'est un peu dur de le dire, on est plutôt le champ de bataille entre 2 géants, les États-Unis et la Chine. Et si tu regardes bien, en fait, nous, on dépend beaucoup de la Chine pour tout ce qui est matière tangible, les panneaux solaires, les médicaments, les batteries, etc. Nos muscles sont chinois, si tu veux. Et puis, pour la partie cerveau, on dépend des États-Unis, l'iCloud, l'IA, le numérique, etc. Et donc, tu te dis, bah, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait nous? Bah, nous, on fait surtout des réglementations, les RGPD ou des AI Act, ce qui est très bien. Pourquoi pas? Parce qu'il faut aussi protéger les citoyens, mais
on réglemente des acteurs qui ne sont pas sur notre territoire et que nous n'avons pas initiés. Et donc, on est plus dans la réglementation, mais on n'est pas dans la fabrication ni dans la créativité, alors qu'au départ, on a des gens. Après, l'Europe essaie de se battre et tout, c'est pas évident, mais quand tu vois les montants qui sont mis en place aussi aux États-Unis, justement, David Claraval, il faisait allusion, il avait raison dans le rapport Draghi, je sais pas si tu t'en souviens, il disait qu'il fallait par an 800 milliards d'euros hein, pour faire tout ce dont on a besoin pour redresser l'Europe. On en est très, très, très loin. On a l'argent. Il y a une pléthore d'argent et une pléthore d'épargne en Europe. Simplement, si tu veux, cet argent, il est pas fléché. D'ailleurs, on l'a vu, à peu près 300 milliards d'euros partent chaque année, partent aux États-Unis. Et ils partent notamment dans les actions américaines, notamment les GAFA. Donc, quand tu regardes l'épargne des Européens, et belges en particulier aussi, elle va où? L'épargne, elle va d'abord dans l'immobilier, la brique rassure, tu vois, la pierre rassurante. En deuxième lieu, souvent, vers les obligations d'État, parce que bon, c'est le refuge, et puis beaucoup dans la tech américaine. Tout le monde enfin ceux qui s'intéressent aux actions ont du Amazon, du Nvidia, du Apple ou que sais-je, enfin les sites magnifiques que tu connais bien. Et donc cet argent part aux États-Unis, et donc cet argent-là, on devrait le flécher en le motivant d'une manière ou d'une autre, fiscalement ou que sais-je, vers plutôt l'industrie européenne. Alors on en parle, pour le moment, j'ai pas vu grand-chose, ou très difficilement. Et puis il y a la cacophonie entre les différentes même sur la défense, tu le vois bien, les gens n'ont pas confiance, les Allemands, les Français, le fameux projet de l'avion moderne, là, le SCAF et tout. Quand tu vois les Allemands, ils poussent beaucoup pour sauvegarder leur industrie automobile, et je peux le comprendre, et les machines-outils, donc leurs deux pièces maîtresses. Les Français poussent évidemment le nucléaire, les Polonais le charbon et tout. Il n'y a pas de vision commune parce qu'on a une monnaie commune, mais on n'a pas vraiment de vision commune. Pourtant, moi, je vois une Ursula von der Leyen régulièrement. Elle est toujours bien brochée, ultra rassurante, avec de très grandes idées. Et j'ai chaque fois l'impression qu'elle amène un concept révolutionnaire qui va changer la face de l'Europe et lui redonner toutes ses couleurs. Et puis derrière, au final, c'est vrai que on a l'impression qu'il n'y a rien de tangible. Comme dirait Chirac, ça fait pchit. Voilà, c'est tout. Ceci étant, tant qu'on parle, et tu t'en parlais entre autres du cerveau aux États-Unis, c'est un sujet qui te tient à cœur et c'est pour ça que je voulais le poser sur la table. C'est cette nouvelle d'Accenture qui s'est lancée dans un vaste plan de restructuration. Officiellement, il faut pouvoir mettre en place des gens capables d'acquérir de nouvelles compétences. On souligne, puisqu'il y a quand même beaucoup de budgets qui sont mis en formation d'IA, que finalement, toute personne qui n'aurait pas la capacité de se tourner vers l'IA va disparaître de la société. On rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Accenture, c'est quand même un des plus grands cabinets de conseil. C'est une boîte mondiale. Il y avait en février, il y a 6 mois, 801 000 personnes employées dans l'entreprise. 22 000 ont déjà disparu en 6 mois parce que, selon Accenture, on se sépare des personnes dont nous pensons qu'elles ne pourront pas acquérir les compétences dont nous avons besoin. Le message me paraît assez clair. L'IA, ce n'est plus facultatif aujourd'hui. Non, c'est plus facultatif et si tu la maîtrises pas, en tout cas certainement pour une boîte de consultance, c'est normal. Alors, c'est pas encore le cas dans les boîtes, je dirais, plus classiques, mais eux sont au front. On en a déjà parlé, par exemple, PwC, à un moment donné, il y a quelques mois, ça a été dans la presse anglo-saxonne, au niveau mondial, ils ont eu des clients qui leur ont dit, écoutez, on sait que vous utilisez l'IA, pourquoi est-ce qu'on paye autant qu'auparavant? Donc, je voudrais avoir une ristourne. Et donc, ils ont obtenu une ristourne. Ça, c'est la première chose. Puis, tu as McKinsey, qui est quand même la Rolls-Royce des consultants, où là aussi, ils sont en train de diminuer la voilure, c'est-à-dire, en fait, de ne pas engager des gens ou de réduire le nombre de personnes qu'ils ont au niveau mondial. Là aussi, parce qu'ils se rendent compte qu'avec l'IA, ils peuvent faire plus et mieux et que les clients s'en rendent compte. En fait, ça n'a pas l'air d'être tant le cas ici, puisque eux parlent même d'un plan d'embauche, d'un vaste plan d'embauche, mais le tout, c'est vraiment de tout viser sur l'IA. Et les services qu'ils proposent avec l'IA aujourd'hui ont quasiment doublé, triplé sur la dernière. Alors, effectivement, ceux qui ne le maîtrisent pas, ils leur ont donné un C4, et puis ils veulent se focaliser sur ceux qui pourront mieux maîtriser les outils. Et c'est vrai. En fait, ce qui se passe actuellement par rapport aux boîtes de conseil, c'est assez simple. Manière de parler. En gros, avant, quand tu étais une boîte de consulting, ça a vécu comme ça pendant des dizaines d'années. C'était en gros, tu avais 4 jeunes qui étaient par des diplômes, qui sortaient de grandes écoles d'ingénieurs ou MBA ou que sais-je, et qui entraient dans ces cabinets de consultance et qui étaient mieux payés qu'un junior, mais enfin qui n'étaient pas hyper bien payés. Et puis, ils étaient sous la supervision de ce qu'on appelle un partenaire, un associé. Le partenaire, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui voit le client au début, il dit coucou, il charge les 2 heures où il a vu le client.
Après, c'est les 4 jeunes qui font tout le boulot, tout ce boulot de l'ombre, PowerPoint, chercher les infos, les datas, les retraités, etc., etc., etc. Et puis après, le partenaire revoit le client 1 mois ou 2 mois après. Voilà, ça dépend de la durée de la mission. Là, de nouveau, il passe son temps 2 heures, il facture chaud. Et puis, finalement, on va facturer, je sais pas moi, 500 000 euros au client. Et ça passait, voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionnait, voilà, parce qu'on disait, voilà, il y a une expertise. Et en fait, souvent, même cette expertise, elle était pompée à l'intérieur de la boîte, qui était auditée, auscultée, consultée, comme, voilà. Mais les gens acceptaient parce que le grand cabinet, qu'il s'appelle Accenture, McKinsey ou quoi, donnait une légitimité au plan. En fait, c'est un peu, si on veut faire un parallèle avec un sac de cuir, imaginons que tu as un Vuitton, c'est sans doute un très bon cuir, mais il y a peut-être des cuirs aussi bons ailleurs, mais tu payes le logo. Voilà, tu payes donc la marque Oui, c'est ça. ou Accenture. Et le problème avec l'IA, c'est que l'IA est arrivée, tu y as fait allusion tout à l'heure, et l'IA a permis à ces jeunes d'aller 10 fois plus vite. Et donc, depuis au moins 2 ans, la plupart des cabinets utilisent comme des cochons, si je puis dire, cette IA et continuent à facturer de la même manière. Sauf, et donc ça, ils ont gagné donc en termes de marge. Là où le jeune devait travailler 2 heures sur un truc, bah ça se fait en 2 minutes. Donc voilà. Et ils gardaient quand même la même facturation, sauf, je l'ai dit tout à l'heure, sauf que maintenant les clients s'en rendent compte. Et ils veulent plus ça. Et ils disent, il n'est plus question de vous facturer de la même manière. Ce qu'il faut en tirer, et on rejoindra ce que tu disais par rapport à Accenture qui va engager, c'est que toutes les professions où tu factures au temps passé, ce qu'on appelle timesheet, les avocats, les comptables et tout, ça va être balayé. Genre, j'ai mis 6 heures, 10 heures. Ce sera plus le cas puisque avec l'IA, ce sera peut-être en quelques secondes, quelques minutes, ou peut-être même 2 heures, là où tu mettais toute une semaine. Si tu comptes juste sur facturer ton temps, bah, tu vas t'appauvrir, c'est impossible. Et donc, c'est là où, effectivement, Accenture veut se positionner avec les autres et tout, en disant, bah voilà, on va être plutôt dans l'accompagnement, dans l'implémentation, ajouter de la créativité humaine à ce que peut faire l'IA. Bref, aller plus loin pour pouvoir garder nos gens et puis surtout pour continuer à facturer tout autant qu'auparavant. Et donc, ces métiers-là sont terriblement en train de changer. Mais c'est vrai que c'est un petit peu stressant. On voit effectivement des métiers qui disparaissent, on s'y attendait, mais finalement des nouveaux qui apparaissent et peut-être plus rapidement que ce qu'on avait. Alors des nouveaux, pour le moment, je sais pas si on en voit beaucoup. C'est plus une nouvelle manière de travailler. Je parle pour les consultants. Par contre, dans les grandes boîtes et tout, est-ce qu'on va pouvoir, c'est ce que disait le patron de Ford il y a 2 mois en disant que d'après lui, 50% des métiers de type back-office et tout vont disparaître parce qu'ils n'ont plus d'utilité. Et donc, je sais pas. Pour les consultants, ils se réinventent. Ils seront sans doute quand même malgré tout moins nombreux, contrairement à ce qu'on dit. Parce que là, maintenant, effectivement, ils engagent parce qu'il y a énormément de sociétés qui veulent intégrer l'IA chez elles et donc qui surfent sur la vague. Mais cette vague, à un moment donné, tout le monde aura intégré l'IA, etc. Et donc, cette vague va durer quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? J'en sais rien, mais elle s'essoufflera. Et en ce qui concerne les entreprises de base, les entreprises clientes, là, je me pose la question, est-ce qu'elles vont tourner avec autant de personnes demain? A priori, non. Mais la question se pose, mais il y a plein d'intellectuels, notamment voilà, dans la Silicon Valley, qui se posent la question, mais que vont devenir ces gens-là? Et c'est la grande question à laquelle personne ne peut répondre encore aujourd'hui. On me dit dans l'oreillette, Amit, qu'on a encore largement explosé le temps qui nous était voilà. imparti et qu'il va falloir refermer. Nous sommes bavards et qu'on aime Ben ce qu'on oui. fait, voilà. Il faut allonger cette émission, et vraiment. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Amit. Merci Gaël, merci à toi. Examinez la fiscalité de votre entreprise régulièrement. Mettez tout en place fiscalement pour assurer à votre entreprise tous les moyens disponibles pour se développer et grandir. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.